Bonjour à tous, c'est parfait. Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de nos travaux sur la commission d'enquête qui porte donc sur les manquements des politiques de protection de l'enfance dans notre pays. On est donc ravis de pouvoir vous auditionner. Vous êtes l'Association nationale des maisons d'enfants à caractère social. Vous êtes donc, en tout cas, l'association est représentée par Monsieur Vianciarelli, son président, également directeur du dispositif CEDRE de l'association vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes. Madame Sophie Latournerie, vous êtes secrétaire adjointe du bureau de l'ANMEX et directrice de la maison d'enfants Claire Logis à Paris. Et Monsieur Noël Touillat, secrétaire du bureau de l'ANMEX et directeur de la MEX Saint-Vincent-de-Paul à Biarritz. Merci encore d'être présent aujourd'hui dans une journée un peu particulière politiquement, vous l'aurez bien compris, ce qui explique évidemment la présence un peu moins nombreuse de nos collègues, mais vous savez, cette audition, elle est diffusée sur le site internet, rediffusée sur le site internet, et donc soyez assurés que les députés qui sont très sensibles à cette question et à votre audition ne manqueront pas, je m'engage pour eux, de revoir a posteriori votre audition. Donc les établissements d'accueil que vous représentez prennent en charge des enfants aux multiples vulnérabilités. Une récente enquête de 2022 nous rappelait que 30% d'entre eux sont en situation de handicap et 20% d'entre eux sont déscolarisés. En outre, de nombreux enfants en situation de handicap sont confrontés au manque de place et restent dans l'attente de prise en charge au sein d'établissements médico-sociaux. Dans ce contexte, la question du temps de présence, de la disponibilité des éducateurs et des personnels de santé est particulièrement importante. Les spécificités du public accueilli en protection de l'enfance pose également la question des taux d'encadrement et de la formation du personnel des MEX. Vous, évidemment, je pense, nous en parlerez et on vous interrogera là-dessus. Enfin, la question de l'attractivité des métiers du secteur du travail social est tout aussi essentielle. Aujourd'hui, c'est 30 000 postes qui ne sont pas pourvus et 71% des établissements et services du secteur qui ont des problèmes très importants de recrutement, d'après le livre blanc du travail social de l'année dernière, 2023. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser la parole pour une durée de 15 minutes, s'il vous plaît, que vous pourrez vous répartir comme vous le souhaitez, pour qu'on puisse ensuite avoir un temps d'échange suffisant, notamment avec Madame la rapporteure, évidemment, qui a des questions à vous poser. Au préalable, je dois vous préciser, comme je l'ai fait à l'instant, que l'audition elle est en direct, retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale, et qu'en vertu de l'article 6 de l'ordonnance de 58 qui porte sur le fonctionnement de nos assemblées parlementaires, je vous demande de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Si vous le voulez bien, l'un après l'autre, en activant votre micro, je vous propose de lever la main droite et de dire « Je le jure ». Je le jure. Merci. Je le jure. Merci. Je le jure. Merci beaucoup. Je vous donne donc la parole pour 15 minutes. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Merci d'être là. Effectivement, on a compris que... Alors, je ne sais pas si c'est lié à l'ANMEX. La dernière fois qu'on devait se voir, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, là, peut-être celle du gouvernement. On se dit, est-ce qu'il y a un sort qui s'acharnerait sur les auditions de l'ANMEX Donc, à suivre. Nous tenons tout d'abord à vous remercier de nous avoir effectivement sollicités. C'est important pour les professionnels de terrain que nous sommes, avec l'ensemble des collègues qui nous accompagnent, éducateurs spécialisés, psychologues, chefs de service et autres, pour effectivement s'exprimer sur ce vaste sujet qui est celui de la protection de l'enfance. On va effectivement se répartir un peu les réponses aux questions. Ce fameux préambule va nous permettre de rentrer assez rapidement dans la démarche et on entame. Nous aurons une pensée effectivement pour les enfants et les jeunes de la protection de l'enfance, pour ceux qui malheureusement connaissent des destins tragiques et des parcours chaotiques, mais aussi pour ceux qui arrivent à se projeter positivement dans la construction d'un avenir malgré les embûches et les blessures. On aura l'occasion sans doute d'en discuter. Il y a aussi des enfants qui vont très bien en protection de l'enfance et des établissements qui vont très bien aussi. Mais manifestement, les trains qui arrivent à l'heure intéressent un peu moins de monde. Les jeunes de la protection de l'enfance sont en situation d'inégalité sociale. Et cela se mesure par des statistiques très peu glorieuses s'agissant de la réussite scolaire et professionnelle. Il serait effectivement coupable et injuste de ne pas y remédier. Et c'est en cela que les travaux de cette commission parlementaire sont pour nous cruciaux. Avant de présenter notre association rapidement et son objet, quelques mots sur la crise en protection de l'enfance. Une crise que les maisons d'enfants vivent de l'intérieur, à la fois dans l'accueil des souffrances des enfants et des familles accompagnées, mais également du fait d'un contexte qui s'est fortement dégradé.
C'est une crise inédite qui aujourd'hui étreint notre secteur et qui n'épargne aucun dispositif, aucun établissement, aucun service. Crise systémique, globale, massive, dont nous avions déjà perçu quelques signes avant la crise sanitaire, mais qui se révèle depuis de manière plus encore pressante, puissante, et les indicateurs sont nombreux. Une accélération exponentielle de l'activité et donc des placements en maison d'enfants à caractère social. Un fonctionnement général du secteur essentiellement mu par l'urgence. Une recherche désespérée de places, notamment en hébergement, et donc aussi des orientations inadaptées. Un nombre grandissant de mesures non exécutées. Des signes évidents d'épuisement professionnel, une accélération du turnover de nature à déstabiliser les équipes institutionnelles, une saturation de tous les dispositifs et donc une plus grande difficulté à coopérer entre les partenaires. Les risques sont nombreux, risques dans l'exercice de la continuité éducative et relationnelle auprès des enfants, risques également dans la capacité de contenance des jeunes qui sont en grande difficulté personnelle, familiale, psychique et sociale, risque d'aggravation des parcours des enfants et de leur mise en danger là où on est tenu de les protéger. Une crise de moyens, certainement, mais aussi une crise idéologique entre deux approches qui s'affrontent depuis des décennies dans notre pays et qui apparaissent antagonistes. Le primat de la protection contre la prise en compte des familles. Cet apparent paradoxe, dont on aura l'occasion sans doute de discuter plus amplement, occupe toutes les dimensions de la protection de l'enfance, de la clinique à la conception de cette politique publique. Pour penser cette complexité, il faut accepter cette tension comme structurelle, tant sur le plan juridique que clinique. Pour ce qui concerne l'ANMEX, c'est une association qui a été créée en 2010, qui effectivement rassemble, en termes de volonté, l'ensemble des maisons d'enfants à caractère social. Les administrateurs sont tous des professionnels en activité dans les maisons d'enfants. Leur engagement au sein de l'ANMEX est bénévole et militant. Cette association est née de la volonté de fédérer les professionnels de maisons d'enfants qui ont bien bougé depuis ces 20 dernières années, de leur permettre expression, réflexion et échange et de lutter contre une forme d'invisibilité de notre secteur. Le nombre d'établissements adhérents est de 607 et services, qui représentent à peu près 9560 professionnels et 25 situations d'enfants accompagnés, hébergés, et également accompagnés en milieu ouvert renforcé et autres dispositifs à partir des maisons d'enfants qui existent aujourd'hui. Notre projet stratégique se décline en trois. Participer et contribuer à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques, identifier, capitaliser, diffuser les connaissances, les savoir-faire et les pratiques au sein de nos établissements et services, diffuser les bonnes pratiques, favoriser une dynamique entre les professionnels des MEX au niveau territorial et national. Depuis sa création, l'ANMEX a organisé des journées nationales de formation qui rassemblent chaque année entre 700 et 800 professionnels sur des thématiques diverses. En mars 2025, nous serons à Issy-les-Moulineaux autour de la question sensible du rapport des maisons d'enfants avec le champ du numérique et des nouvelles technologies. Nous développons également une dynamique territoriale, notamment à partir de colloques régionaux. Par ailleurs, l'ANMEX intervient dans le débat public autour de la protection de l'enfance, et pas seulement, avec le GEPSO également, avec nos collègues aussi de la CNAP, et veut être un acteur proactif et porteur de propositions concernant les problématiques complexes de notre secteur. On aura l'occasion d'y revenir. Les taux énormes d'encadrement, vous les aviez cités tout à l'heure, Madame la Présidente. Un travail effectivement qui, pour nous, a commencé autour du besoin impérieux des enfants et qui s'est accompagné aussi suite à la demande de Madame Cobel, que nous avons eu l'occasion de rencontrer 2-3 fois pendant effectivement, ou plutôt 3-4, pendant le temps effectivement de sa présence au secrétariat de l'enfance, pour en évaluer ou en estimer le coût, puisque manifestement c'était quelque chose d'assez compliqué que de se dire il y a peut-être un décret quelque part, mais combien ça coûte tout ça. Travail effectivement qu'on a rendu depuis, avec lequel nous nous sommes associés avec le GEPSO et la CNAP, pour pouvoir rendre visible cette question du coût de ces taux énormes d'encadrement. Dernier dossier en date, le PEAD. La position de l'ANMEX, c'est de pouvoir effectivement faire en sorte que cette réponse puisse se poursuivre en tenant compte de l'avis de la Cour de casse, mais
on a fait un travail aussi sur cette question-là qui permet de penser que cette mesure est encore possible, ou au moins de faire avancer à cet endroit-là le Code de l'action sociale et des familles pour que cette mesure puisse exister. Coopération, effectivement, également avec nos collègues du médico-social. Nous aurons bientôt, le 12 décembre prochain, une journée à l'amphi, effectivement, du ministère de la Santé sur les coopérations entre notamment les DITEP et la protection de l'enfance, pour là aussi voir comment mieux travailler ensemble, mieux se connaître, et effectivement dans une réelle dimension d'accompagnement des jeunes confiés à nos deux secteurs. Et on aura l'occasion de revenir peut-être sur ce montage en silo des réponses publiques posées en France. Plus largement, réinvestissement effectivement de l'État que l'on souhaite, sans parler pour autant de recentralisation de la protection de l'enfance, mais en tout cas d'une participation beaucoup plus affichée de la part de l'État sur cette politique publique. Une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire national, puisque là aussi on remarque de vraies différences d'égalité de traitement pour les mineurs accueillis en fonction des départements où ils se trouvent. Un plan de financement pour la protection de l'enfance, État, département. Alors si on voit aujourd'hui très régulièrement des schémas départementaux de l'enfance, ils ne sont jamais accompagnés de plans de financement, ce qui peut là aussi paraître un peu paradoxal. Et tant qu'à suivre un plan de schéma de protection de l'enfance sur 5 ans, autant peut-être aussi se dire d'ores et déjà combien ça peut coûter pour qu'on puisse effectivement évaluer jusqu'où cette politique publique au niveau des départements peut se mettre en place. Sortir donc des logiques de budgétaire annuel et considérer la protection de l'enfance comme un réel besoin d'investissement. Je ne vais pas faire beaucoup plus long sur toutes ces thématiques-là qu'on retrouvera peut-être au travers de vos questions. Dire qu'effectivement, la protection de l'enfance est voisin d'un certain nombre de politiques publiques qu'on aimerait voir travailler un peu plus ensemble, notamment les politiques publiques de la ville, de la question effectivement de l'ensemble des contrats sociaux, du logement, etc., puisque un certain nombre d'enfants qu'on accueille effectivement sont issus de familles qui vivent depuis très longtemps dans une forme effectivement de pauvreté, et pauvreté au pluriel, dont on aura l'occasion là peut-être aussi d'échanger et de discuter. La formation, bien entendu, autant initiale que continue, est pour nous une réelle question également, qui renvoie à la question de l'attractivité, à la question du sens de notre métier et de nos métiers, et de pouvoir effectivement sortir d'une logique en silo pour avoir et de la politique un petit peu de millefeuille et de construction en millefeuille, pour réellement faire en sorte que l'État s'investisse dans une vraie vision de ce qu'est la jeunesse aujourd'hui en France et dans notre pays, et comment, parmi tout ça, aider les plus vulnérables. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci d'avoir fait dans le temps qui vous était imparti largement. Je passe la parole à Madame la rapporteure. Merci. Merci beaucoup de votre présence, et puis aussi merci du propos liminaire qui était évidemment que je partage sur beaucoup de points. Donc bien évidemment, et les observations que nous faisons au fur et à mesure de la commission d'enquête, je pense que même sans être expert, ça saute aux yeux la problématique évidemment qui est soulevée sur plusieurs points que vous avez évoqués. Aujourd'hui, parce que vous êtes ici, que vous représentez des établissements, donc des enfants accueillis, que vous êtes aussi des professionnels à travers vos représentants, j'aimerais qu'on rentre sur des sujets, pour certains, qui sont très pratico-pratiques sur les enfants, parce que c'est vrai qu'à l'échelle nationale, on a souvent tendance à évoquer toutes les problématiques qui vont être d'ordre organisationnel, structurel, évidemment, de coordination entre l'État et les départements, et comment tout ça dysfonctionne, et vous l'avez évoqué, tout est en silo et en millefeuille. Donc là, j'aimerais qu'on s'intéresse particulièrement, évidemment, donc aux enfants. Je voudrais savoir si vous avez, vous, à l'échelle de l'ANMEX, fait moi, je suis très... pour pas vous cacher l'esprit qui est le mien dans la question, je m'intéresse beaucoup à l'historique de la protection de l'enfance qui nous amène à cette situation. Et donc, en fait, je voudrais savoir,
premièrement, est-ce que vous avez à l'échelle nationale des représentations que vous avez dans les territoires? Est-ce que vous avez un plan de rénovation du bâti ou quelque chose qui a été fait lié à un historique et donc me confirmer ou pas, en fonction de vos réponses, si le bâti est très ancien et où? Et si c'est le cas, est-ce que le plan du bâti a été fait à l'échelle nationale? Parce que l'une des problématiques que l'on a aussi, c'est qu'il est éclaté à l'échelle nationale entre les départements et l'État qui s'est désinvesti de longue date, et je pense bien avant même la décentralisation, mais aussi on a une problématique à travers toutes les structures que vous pouvez représenter. Parce qu'avoir une vision nationale, sans données, sans chiffres, sans des questions de bâti dans l'accueil des enfants. Aujourd'hui, on est sur un bâti des années qui peuvent être d'il y a 100 ans, pour d'autres 70 ans. C'est absolument pas ce dont ont besoin aujourd'hui les enfants. Des structures collectives à 70 places, où il n'y a pas de douche individuelle, où il n'y a pas de douche dans sa chambre, etc. Tout ça n'est plus adapté aux enfants qu'on accueille. Et c'est, pour moi, inadmissible que les enfants soient dans des configurations qui, là aussi, sont des inégalités territoriales, puisque du coup, il y a des endroits où on a su reconstruire des petites unités de vie et des espaces qui restent toujours compliqués parce que être en protection de l'enfance n'est pas quelque chose qui est normalement le destin d'un enfant. Et donc, du coup, bien évidemment, ça n'empêche en rien la prise en compte de ses besoins évidemment fondamentaux, son besoin de sécurité, mais ça passe aussi par la manière dont on les accueille. Donc, je voudrais savoir si cette question pour vous est une question centrale, si elle est étudiée, si vous avez quelque chose à nous dire là-dessus, et si ça a été budgétisé sur les besoins réels que vous auriez en matière de bâti et quelle est la situation sur le territoire français, puisque je n'ai pas la prétention de la connaître à l'échelle de tous nos départements dans le bâti. Globalement, est-ce que vous avez dans vos représentations des 607 établissements, si j'ai bien noté le bon chiffre, est-ce que vous avez une capacité à me répondre sur le nombre à peu près moyen d'enfants que les MEX accueillent, si elles accueillent des fratries, et si ce n'était pas le cas, nous dire pourquoi. L'âge des enfants, est-ce que vous avez fait un pôle enfant, un pôle ado? Alors ça, évidemment, pour les fratries, c'est une autre problématique, mais en tout cas, moi, par expérience, c'est ce que j'avais fait. J'avais plus mis des ados avec des enfants, et donc on avait séparé enfants d'âge, on va dire jusqu'à 11 ans, et puis ensuite le pôle ado de 11 à 17, avec des gens de 16 à 17 qui pouvaient être d'ailleurs dans d'autres structures plus adaptées pour eux, tout en étant évidemment dans des MEX, ou dans des sites de petites maisons individuelles. Mais je vous dis ça parce que parmi les violences qui se posent, y compris sexuelles, on ne va pas cacher que des ados qui viennent voir des plus petits, ça existe, et qui ont des comportements d'agresseurs. Et donc, en fait, je pense que l'une des capacités que nous avions à mieux les protéger, c'est de mettre en place des besoins qui, pour des enfants, entre un jeune de 17 ans et un jeune de 6 ans, le mieux, c'est qu'ils n'aient pas forcément... par contre, c'est une fratrie, qu'ils aient capacité à se vivre ensemble, qui n'est pas tout à fait adapté pour leur rythme. Donc ça, j'ai besoin d'avoir une vision de ce que vous représentez dans les 607 établissements, comment c'est organisé dans les territoires. La formation, vous en avez parlé, mais j'ai entendu que c'était donc il y avait des réunions régionales et autres. Je voudrais savoir, parce que là aussi, dans les formations, on va beaucoup plus vite maintenant avec les MOOC, tout ce qui est disponible pour faire des formations sur place, compte tenu en plus de la difficulté majeure aujourd'hui de recruter, mais aussi de pouvoir se déplacer justement pour aller en formation. Il y a beaucoup de formations qui se font sur site avec, évidemment, je pense que pour la formation initiale, qui sera évidemment à revoir, et la formation continue, je pense que les besoins fondamentaux des enfants, toute la clinique autour de nos connaissances aujourd'hui, fait que la posture d'un éducateur qui a ces connaissances va être tout à fait différente de celui qui ne les a pas. Et du coup, être en meilleure relation avec l'enfant, même dans des conditions de travail très difficiles, parce que son approche sera clinique, et donc si l'enfant cherche un comportement, je dirais, très
d'une certaine violence à un moment donné, de rejet. C'est son expression à lui d'une difficulté qu'il exprime d'une certaine manière. Et donc, du coup, ne pas le comprendre, c'est aussi avoir la mauvaise posture professionnelle. Donc, je voudrais ça avoir un peu un retour. Savoir si vous avez des éducateurs de nuit qui sont des éducateurs ou si c'est des veilleurs de nuit et quels sont ce genre de pratiques que vous avez, puisque du coup, là aussi, ce qui va être intéressant, parce que sur les manquements des politiques publiques, j'ai vraiment besoin qu'on s'intéresse évidemment à tout l'écosystème, mais aussi aux enfants en particulier. Et j'ai vraiment hâte qu'on trouve des solutions pour eux. Je voudrais aussi vous poser dans les questions, est-ce que vous avez une charte de qualité de prise en charge au niveau des MEX? Et donc, est-ce que ça existe par territoire? Est-ce que c'est national? Puisque du coup, vous regroupez de manière nationale 607 établissements. Est-ce que ça existe? Après, est-ce que vous pouvez nous dire... alors, je sais que de manière territoriale, les enfants ne sont pas pris en charge de la même manière. Mais quand vous êtes une organisation nationale, est-ce que vos 607 établissements, donc les enfants qui sont pris en charge, peuvent être pris en charge dans un fil conducteur qui est le même, puisque du coup, vous les représentez? Est-ce que ça existe? Est-ce que vous le portez? Est-ce que ce sont des projets? Est-ce que c'est déjà mis en place? Parce qu'en fait, dans la diversité de vos structures sur tous les territoires, il faut absolument qu'on arrive à ce que les enfants soient pris en charge de la même manière. Et tout n'est pas qu'une question financière. Il y a une question financière, mais pas que. Donc là aussi, j'aimerais savoir comment ça fonctionne. Et puis, oui, et si vous avez capacité à nous dire le budget global, pas par territoire, hein, global que représente l'ensemble des 25 000 enfants que vous accueillez au travers de vos structures. J'ai plein de questions, mais j'ai voulu rentrer dans le pratico-pratique, qui est aussi une des clés et des réponses dont on a besoin d'avoir dans l'échange, en tout cas, un regard partagé avec vous, qui, je le sais, est engagé au quotidien. Donc, sans remettre en cause, bien évidemment, les professionnels. Vous savez que je porte de manière transpartisane la PPL justement qui était à votre initiative à tous avec le GEPSO, donc du coup de pouvoir porter les normes. Donc on va essayer évidemment d'avancer sur tous ces sujets, y compris on sait que la question budgétaire sera une question qui a fait que ces taux et normes ne sont jamais sortis, et pour autant avec mon expérience et mes années antérieures sur ces sujets-là, personne ne le portait avant. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui est venu dans le débat il n'y a pas si longtemps que ça, ce qui m'a toujours surpris, en fait. Parce qu'en fait, normalement, et ça s'explique avec l'historique de la protection de l'enfance, sinon ça ne s'explique pas, vu qu'il n'y avait aucune structure qui s'occupe des enfants en France et qui n'a pas de taux énorme, à part la protection de l'enfance. Donc, en dehors d'avoir été placé dans l'historique, qui ne se justifie pas, mais qui donne l'explication, personne n'a revendiqué pendant des années que les enfants n'aient pas des taux et des normes. Donc aujourd'hui, c'est sûr que ça va investir l'enfance et donc ça va coûter cher. Mais je pense que c'est plus que nécessaire. Merci beaucoup. Bien. Alors peut-être pour reprendre dans l'ordre du début par rapport à votre questionnement, repréciser peut-être que l'ANMEX n'est pas une fédération d'associations qui gère en tout cas directement des établissements, hein, mais on est bien effectivement des établissements et des professionnels surtout qui nous rejoignent pour qu'on essaie ensemble de faire bouger cette politique publique de protection de l'enfance. Pour ce qui concerne, et ça n'aura échappé à personne, que la question de la protection de l'enfance n'a pas de plan national et d'ambition nationale. Il n'y en a pas. L'État s'est perdu en même temps qu'elle a décentralisé cette politique publique entre 82 et 84 et s'est dissous effectivement dans ce que chaque département avait la possibilité de faire. Et ce qu'il faut bien retenir à cet endroit-là, c'est que la question des départements et la question de l'ASE, même si effectivement il y a des manquements, se retrouve un peu comme parfois nous, les maisons d'enfants, un peu seuls dans le paysage et un peu en manque de soutien.
Voilà, il m'était important aussi de pouvoir reposer ça. Et puis ensuite, d'une mosaïque d'organisations, d'associations, etc. Et quelque chose qui fait, comme de toute façon, c'est pas maîtrisé, mais on y viendra peut-être aussi, on assiste aujourd'hui à une forme de déréglementation de la question de la protection de l'enfance, et on dirait même du côté de l'ANMEX, en tout cas, puisqu'on en a déjà parlé, d'une forme de marchandisation de la protection de l'enfance, où aujourd'hui on peut se monter en scope, gérer un établissement, etc., se partager des bénéfices sur les... Donc il y a vraiment besoin de remettre, à notre sens, un petit peu d'état à cet endroit-là, et de bien mettre la protection de l'enfance dans une politique publique, et plutôt avec des organisations à but non lucratif. Cela étant, pas de plan national. Sur la question effectivement de la façon dont la protection de l'enfance est organisée, Boris Cyrulnik, les vilains petits canards, etc., ces enfants qu'on ne voulait pas voir, qu'on mettait à la campagne dans des établissements de 40, 50 places, et puis une fois qu'ils étaient entre guillemets réparés, on pouvait peut-être les faire revenir en ville. Donc bien entendu qu'on est largement sorti de ces questions-là, et qu'aujourd'hui la tendance est effectivement d'être dans le travail le plus proche possible des difficultés sur les territoires, là où sont les enfants, et donc avec un vrai virage là pour le coup inclusif aussi peut-être, mais en tout cas réalisé, qui font que nos maisons d'enfants ont besoin effectivement de se rapprocher des publics, de se rapprocher de la ville, de se rapprocher de tout ce qui fait socialisation. Oui. Écoutez, je pense que ça fait à peu près une vingtaine d'années par rapport aux collègues qui nous ont rejoints à l'ANMEX, et de la façon dont on peut évoquer l'évolution des établissements. Aujourd'hui, l'ANMEX, c'est plus seulement un établissement qui propose, entre guillemets, que de l'hébergement. C'est des hébergements diversifiés, les réponses ne sont pas uniques en collectif. L'idée, et tout le monde l'aura compris, de sortir à un moment donné, là aussi il y avait une forme d'économie. C'est-à-dire que sur un établissement effectivement de 25 ou 30 enfants, vous pouvez effectivement penser que la mutualisation à un moment donné d'un certain nombre de postes, de fonctions, etc., est plus simple que si vous avez 3 unités de 10 enfants, où il faudra effectivement 3 fois autant de postes que si effectivement, par exemple, les surveillants de nuit, pendant tout un temps, pouvaient tourner dans une propriété avec X pavillons, sans qu'il y ait forcément de présence ou un éducateur qui assurait une veille couchée, etc. Donc il y a des choses comme ça qui tentent quand même à se transformer et à être aujourd'hui en place. Mais pour la question de la construction, effectivement, on part d'un bâti à un moment donné qui a été celui-là avec plutôt des grosses structures. Aujourd'hui, on est plutôt sur de la réalisation de structures avec des groupes de 10 à maximum 12 enfants. Mixte le plus souvent, et lorsque le bâti le permet, c'est effectivement d'apporter les modifications architecturales qui vont bien avec la vie contemporaine d'aujourd'hui et l'accompagnement du besoin de ces enfants. Donc il y a une intention effectivement forte. Alors après, ça dépend des crédits et qui finance ça, parce que c'est effectivement, une fois de plus, des investissements qui vont être attachés aux dépenses départementales d'investissement pour l'amélioration des bâtiments. La question des normes évolue, sécurité incendie, etc. Enfin, je veux dire, il ne se passe pas 3-4 mois sans qu'on ait une norme spécifique qui vient nous redire ce qu'il convient de faire et comment mieux équiper nos structures. Donc il y a une prise en compte, mais cette prise en compte, une fois de plus, elle est à la fois département par département, association par association, et donc établissement par établissement, en fonction de leur propre situation et difficultés éventuelles dans laquelle le bâti peut mettre certains collègues. Mais la volonté est quand même effectivement d'aller vers des structures plus petites. Si je prends mon expérience par exemple de réorganisation de 3 mecs sans dispositif, on est vraiment avec quelque chose lors d'une volonté de sortir. Et ce qui se passe aussi, c'est que si tout le monde est d'accord pour faire de la protection de l'enfance, personne n'est vraiment d'accord pour que ça se passe derrière chez soi. Donc quand à un moment donné on sort une MEX et puis qu'on recherche sur des agglomérations une implantation de maisons d'enfants, c'est déjà le tollé quasi général, parce que voilà, on va être envahi par on ne sait quoi, etc., les peurs, etc. Donc là, il y a aussi un vrai travail à faire de communication sur le fait que ces enfants-là ne viennent pas d'ailleurs, ils sont de chez nous et bien de chez nous, et on a effectivement à se pencher sur leur avenir, et la société civile doit être totalement responsabilisée sur cette question-là, c'est pas dormez tranquille, braves gens, etc. Enfin bon, la question, elle est effectivement d'importance, et elle doit pouvoir se partager. Donc effectivement, il y a, y compris à cet endroit-là, un certain nombre de choses qui participent au déséquilibre qu'on peut évoquer aujourd'hui, en l'absence à un moment donné, de ce que je disais, d'un plan de financement, et qui devrait pouvoir conduire à un moment donné
l'ensemble des associations via les départements et via l'État à pouvoir effectivement sortir des programmes immobiliers à la hauteur de ce qu'exige aujourd'hui la sécurité et l'accompagnement du mieux-être des enfants qu'on accueille. Juste pour qu'on soit dans un échange, donc du coup, j'entends ce que vous me dites, mais au niveau de votre organisation, l'ANMEX, il n'y a pas eu de remontée d'un plan sur le bâti, de la situation dans laquelle on est dans chaque territoire, à l'échelle de chaque représentation des 607 établissements. Parce qu'en fait, on manque énormément de données dans tous les domaines autour de la protection de l'enfance. Et si on veut arriver à avoir des projections des choses très sérieuses pour améliorer la vie des enfants, ça va manquer cruellement. Ce sont des questions qu'on a beaucoup travaillé collectivement, notamment à l'occasion de Journée nationale, et notamment on s'était lancé dans une conception d'une architecture de la maison d'enfant un peu de rêve, hein, qu'il faudrait produire. Alors, ce qu'il faut bien dire quand même, c'est que sur le plan national, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne, ça c'est clair, et que le modèle historique des MEX, on essaye de le faire évoluer, mais il existe encore. Et donc, on peut aussi exercer ce métier dans des bâtis qui ont été construits il y a 100 ans et qui nous viennent du modèle de l'orphelinat. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que on ne peut pas faire évoluer les choses à l'intérieur de ces bâtis, mais à un moment donné, effectivement, on peut trouver des limites. Hein, et dès lors qu'on se met en situation de mettre en tension les besoins fondamentaux de l'enfant et les besoins spécifiques des enfants de la protection de l'enfance et la manière de les accueillir, là, on peut se retrouver effectivement dans des impasses ou en tout cas des difficultés notamment de résonance, hein, des difficultés. Lorsque vous avez un collectif de 22 ou 30 enfants dans le même bâti, évidemment que la question de la contenance, que la question de l'accompagnement se pose très différemment que si vous avez à votre disposition une petite villa avec 6, 8 gamins. C'est évident. Sauf qu'effectivement, les petites unités, ça suppose effectivement des taux d'encadrement qui permettent de suivre ces enfants sur des petites unités. Et donc là, on se retrouve aussi en tension avec les moyens financiers. Alors, comment dirais-je, l'ANMEX, elle est née aussi du fait qu'on se sentait complètement éparpillés les uns les autres. Il n'y avait aucune organisation finalement qui venait un peu nous rassembler derrière un métier qui est pour nous essentiel, mais qui faisait qu'on faisait chacun un petit peu son chemin en fonction d'un historique, effectivement d'un existant qui parfois était un peu lourd à porter. Et donc, comment dirais-je, la question de l'ANMEX, des organisations des journées nationales, la manière de se retrouver, de se former ensemble, et aussi de penser un modèle qui pourrait être un modèle plus adapté aux enfants qu'on accueille, c'est tout le travail qu'on mène d'année en année, en sachant qu'effectivement, chacun sur son territoire, on a les limites, notamment les limites économiques de la volonté de développer les modèles dont on parle, c'est-à-dire un modèle d'unité éducative restreinte qui permet de protéger, de ne pas exposer les enfants. Donc en même temps, il faut pouvoir accueillir des fratries. Donc il y a un certain nombre de contraintes pour lesquelles il faut trouver des solutions à moyen constant la plupart du temps. Ça me permet de... Pardon. Ça me permet de rebondir justement sur la question des fratries que vous avez posée. À mon niveau, dans l'établissement que je dirige, on accueille exclusivement des fratries. Donc c'est un sujet qu'on maîtrise bien. Et effectivement, je trouve que c'est un sujet qui se généralise. Alors, ça a été inscrit dans la loi de 2022, l'obligation d'accueillir les frères et sœurs ensemble. Et on voit que c'est quelque chose qui commence à infuser. Alors, je parle pour le territoire parisien. Là, pour le coup, il y a de plus en plus de petites unités et de MEX-fratries qui ouvrent sur le territoire parisien. Et à cet égard, je trouve que la MEX est un bon outil pour l'accueil des fratries.
contrairement aux familles d'accueil, par exemple, dans la mesure où ça nous permet plus de souplesse. Quand on a des fratries très nombreuses, notamment, qui en famille d'accueil seraient de facto séparées, la MEX permet, même si on ne peut pas accueillir tous les enfants sur une même unité, je pense dans mon établissement, on a accueilli une fratrie de 6 enfants. Voilà, on n'a pas 6 places sur une même unité, avec des âges différents, mais nous, on a des âges verticaux, j'y reviendrai après. Mais en tout cas, la MEX permet justement d'accueillir et éventuellement de séparer la fratrie sur diverses unités, mais qui puissent se retrouver à n'importe quel moment de la journée, ce que ne peut pas permettre dans une famille d'accueil. Voilà. Nous, on a 54 enfants de 3 à 18 ans. Et sur la question de 3 à 18 ans. Et sur la question des âges mélangés, nous, c'est quelque chose qu'on revendique, d'avoir des unités qui sont mélangées, justement, des unités verticales. Ça a été pensé au départ pour accueillir et maintenir les frères et sœurs ensemble. Parce que là, sur ma fratrie de 6, évidemment, ça partait... Enfin, pas évidemment, mais en tout cas, ça commençait à 4 ans et ça allait jusqu'à 15-16 ans. Donc, c'est ce qui nous permet d'accueillir les frères et sœurs ensemble. Après, les éducateurs inventent des dispositifs, inventent une manière de faire au quotidien avec des services séparés pour qu'évidemment, voilà, les enfants ne soient pas constamment mélangés et qu'il y ait des temps adaptés à chaque tranche d'âge. Voilà. Et peut-être j'en profite tant que j'ai le micro, parce qu'après ils ne vont plus me le laisser. Sur la question de la nuit, ce sont maintenant... Alors peut-être que je parle que pour Paris, vous me corrigerez, mais maintenant ce sont des surveillants de nuit qu'on a la nuit pour prendre soin ou prendre en charge les enfants. Il y a encore quelques établissements qui résistent et qui ont encore des éducateurs en nuit couchée, mais c'est vraiment un système qui tend à disparaître et maintenant on a des surveillants de nuit qualifiés la nuit. Oui, qualifiés, oui, c'est une obligation. Et quand bien même on les recrute non qualifiés, après on a l'obligation rapidement de pouvoir les former. Voilà. Juste pour finir, est-ce que, quand vous dites surveillant de nuit qualifié, est-ce que c'est une astreinte qui fonctionne pour les enfants? Comment ça se passe la nuit en fait? S'il y a une problématique, et il peut y en avoir la nuit, ce sont des enfants qui ne dorment pas si bien que ça. Et alors particulièrement si vous avez en plus les ados. Mais les petits aussi avec le psychotrauma peuvent... Les nuits sont des moments d'extrême fragilité. C'est pour ça qu'en fait, j'ai jamais compris qu'on bascule sur veilleur de nuit en dehors des problèmes de coûts financiers. Mais sinon, le concept même ne va pas dans le sens des besoins de sécurité de l'enfant. Donc du coup, qui intervient la nuit si les enfants ont des problématiques diverses? Le cadre. Le cadre. Non, les surveillants de nuit interviennent dès lors qu'il y a des pipis au lit, des cauchemars. C'est eux qui sont l'interlocuteur de l'enfant la nuit. Ils font des nuits de 22h à 7h du matin, des nuits debout. Voilà, c'est important de le leur rappeler parfois. Et donc, c'est eux que les enfants vont trouver s'il y a un souci le soir. Et si ça devient compliqué, c'est le cadre d'astreinte. Le cadre d'astreinte, pardon. Merci beaucoup, chers collègues. Certains se sont déjà signalés. Je pense à Monsieur Feignet et Madame Rouleau. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole à ce stade? Oui, merci beaucoup. Eh bien, Monsieur Feignet, je vous laisse commencer. D'accord. 3 minutes maximum, s'il vous plaît. 3 minutes, d'accord. Merci. Ça va être court. Bonjour. Moi, j'avais plusieurs questions. D'abord, sur la diversité des prises en charge en amont et en aval du placement en MEX. Donc, vous avez parlé tout à l'heure du PEAD, du placement à domicile, je suppose. Et donc, du coup, le rapport du CESE recommande une graduation dans les prises en charge, dans le cadre du projet pour l'enfant. Voilà, moi je voulais avoir votre point de vue aujourd'hui. Qu'est-ce qui existe? Quels sont les placements alternatifs en amont et en aval au placement classique en MEX? PHD, PEAD, placement familial associé, enfin bref. Voilà, en amont, après l'AMO et après l'AMO renforcée éventuellement quand il y en a. Et donc ça c'était le premier point. Le deuxième point c'était le coût moyen d'un placement en MEX. Voilà, même si je sais que ça varie par département, mais enfin d'avoir un ordre d'idée. Le troisième c'était aussi la question de la loi de 2002. Tout à l'heure on parlait de chartes, mais il y a la loi de 2002 sur les établissements sociaux et médico-sociaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de cette loi? Bien sûr, elle est intégrée avec l'obligation du projet
avec la question de l'habilitation, etc. Vous avez parlé de la mutualisation. Donc la loi de 2002 invitait à la mutualisation justement pour la gradation des interventions, pour permettre à des éducateurs éventuellement de travailler en MEX, mais aussi peut-être d'aller sur un service d'AEMO ou un service d'AED. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et puis, la dernière question, c'était sur la bientraitance, qui est un élément de formation qui est à l'œuvre dans les établissements sanitaires, au niveau de la santé, dans les ITEP, les IME, etc., IME Pro. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de ces formations pour l'encadrement, pour les travailleurs sociaux et bien sûr en direction des enfants? Est-ce que cette bientraitance est à l'œuvre aujourd'hui dans les établissements? Moi, je veux bien répondre sur ce dernier point qui permettra de rejoindre ce que vous disiez, Madame la rapporteure, sur la question de la formation. Et effectivement, je trouve qu'une difficulté qu'on rencontre dans le recrutement, c'est qu'on a des jeunes professionnels aujourd'hui qui, pour beaucoup, ne sont pas formés et qui ont tendance à avoir des référentiels un peu de carottes et de bâtons ou de systèmes de punition-récompense, davantage centrés sur les symptômes et les manifestations des enfants plus que sur la compréhension des parcours de vie et plus que sur justement la prise de conscience de ce qu'est le psychotrauma et qui est au départ, et ses conséquences exactement. Et donc, nous, à Paris, justement, il y a une vraie impulsion au niveau du département de former les structures à ces questions-là. Et dans ma MEX, mais pas que, c'est le cas aussi à Lille, dans le Nord. On commence à être formé sur une méthode québécoise qui vient de l'université McGill, qui s'appelle la formation ARC, Attachement, Régulation, Compétences, justement pour essayer de déconstruire... l'idéologie selon laquelle le système de punition-récompense fonctionnerait. Or, on voit que ça pourrait éventuellement fonctionner avec des enfants qui vont plutôt bien. Nous, on a des enfants dans nos établissements qui ne vont pas bien, et c'est un système qui est assez inopérant. Voilà, sur cette question de la formation, ce que je voulais apporter. Oui, puis on est référé aussi à des travaux, notamment ceux de M. Gaillard, sur la manière dont il faut appréhender ces enfants qui vont très mal. Donc effectivement, en fait, la démarche doit être institutionnelle. Il faut créer une communauté éducative cohérente, cohésive, qui assure la continuité éducative, parce qu'il y a aussi ça qu'il faut travailler dans nos institutions, c'est que les seuls permanents dans nos institutions sont les enfants. Les professionnels se relaient. Donc il faut absolument travailler les articulations, la qualité des relais, la qualité des transmissions. Donc c'est une attention de tous les instants. Il faut avoir les outils pour le faire. Mais c'est en ça que le système il est bien traitant, parce qu'effectivement, on assure cette sécurité et cette continuité éducative. Dès lors qu'on arrive moins à le faire, effectivement, ça peut créer des difficultés chez les enfants. Peut-être aussi rajouter que c'est vraiment quelque chose qu'on peut observer aujourd'hui massivement pour l'ensemble des collègues qui nous rejoignent à l'ANMEX, cette question de préoccupation de comment effectivement faire ce lien d'attachement avec les enfants qui nous sont confiés. Et là, en France, on a quand même été bercé pendant de très longues années par des idées aussi, un certain nombre d'écoles de formation, éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux au global, des théories effectivement de la psychanalyse où il y avait un espèce de dogme autour de ces questions-là avec la fameuse juste distance ou juste proximité, on va dire ça comme on veut, de questions, de transfert, de retransfert, j'en passe et des meilleurs, qui faisaient qu'on pouvait aimer un enfant mais un peu de loin, quoi. Donc on a nous-mêmes à
bon, les neurosciences sont venues aussi, à un moment donné, rapporter un peu de réconfort dans tout ça, et puis de repréciser un petit peu que ces enfants avaient surtout besoin d'être aimés et d'être accompagnés. Et pour ça, il nous faut des équipes, bien entendu, qui ont une forme de stabilité, et une stabilité importante dans nos maisons. On se souvient de gamins qui ont été retirés de famille d'accueil en leur disant « vous aimez trop les enfants qu'on vous confie, c'est pas les vôtres, va falloir effectivement faire autre chose ». Donc il y a besoin quand même dans des réflexes comme ça qu'on juge, enfin en tout cas pour moi, je parle pour moi tout seul, mais en tout cas totalement archaïque sur la question effectivement de ce qu'est ce lien et de ce qu'il peut être également en maison d'enfants. Et je peux vous dire que depuis 21 ans que je suis directeur sur ce dispositif que je gère sur Épinal dans les Vosges, plutôt confiant dans le fait de la question de ce développement de lien d'attachement auprès des enfants qu'on accueille de 6 ans jusqu'à 21 ans, pour pouvoir effectivement continuer à dispenser en intra à l'ensemble des professionnels qui nous arrivent, et y compris de ceux qui sortent de l'école d'éduc, ce qu'il est attendu sur le terrain, parce que là aussi c'est quand même un peu le grand écart, hein. Parfois on se dit entre collègues qu'il vaut mieux former des gens qui n'ont pas encore appris, parce qu'il n'y a pas besoin de désapprendre pour réapprendre autre chose. Donc on gagne un peu de temps sur des questions comme ça qui, à un moment donné, sont des vraies questions, hein, sur la question de comment la formation, je rappelle que les diplômes de travailleurs sociaux en France, c'est nos diplômes d'État, et que le programme est arrêté effectivement par l'État et les commissions qui y vont avec, et qu'il y a là peut-être un certain nombre de choses, peut-être aussi également à revoir dans la question de comment sont construits ces parcours de formation, et qu'on ne forme pas que des coordinateurs qui sortent d'écoles d'éduc, mais aussi des gens qui sont en capacité, et des professionnels, d'accompagner les enfants dans nos établissements, qui ne rechignent pas à se mettre à quatre pattes et à jouer aux petites voitures, parce que c'est ça qu'il faut faire, et que comment prendre soin d'un enfant. Janus Korczak, 1900, nous renvoie à la dernière guerre mondiale, hein, les prémices effectivement de la question de l'acide, de la question de comment effectivement des enfants sont chez eux quand ils sont en maison d'enfants, que c'est à eux d'établir aussi et de participer largement à la question de l'élaboration des règlements de fonctionnement, que les collègues autour sont là pour animer tout ça, pour être des adultes de référence, de partager effectivement les choses, de dire jusqu'où ils sont d'accord. Il y a des grandes règles qui sont immuables, elles n'ont pas à être changées. Il y a des règles qui peuvent être accommodées, donc toute cette démocratie-là de vie dans les établissements, on essaie en tout cas à partir de l'ANMEX d'en faire quelque chose, de rediffuser des questions qui nous semblent être, à un moment donné, pour les avoir expérimentées, plutôt des bonnes pratiques, et puis au moins, effectivement, de s'attacher à ça, et de ne pas tout confondre. Effectivement, ce sont bien les enfants qui habitent dans nos maisons, et pas les professionnels. D'autant plus que la loi des 35 heures, alors j'ai rien contre le fait qu'on fasse 35 heures, le problème, et pour l'avoir mise en place à l'époque j'étais au Mans comme directeur adjoint, on a tout foutu en l'air dans la question justement de cette présence éducative auprès des jeunes, parce que les journées ont continué à faire 24 heures, et 365 jours par an, et que la loi des 35 heures vient nous dire c'est pas plus de 10 heures, c'est 11 heures de repos entre chaque séquence de travail, c'est 2 congés hebdomadaires et demi par semaine, etc., etc., etc. Mis bout à bout, on construit quelque chose qui était une loi qui devait créer de l'emploi. Les 35 heures, on les a surtout nous-mêmes financées, avec 25% de perte de pouvoir d'achat en 20 ans pour ce qui concerne les éducateurs spécialisés, puisqu'on n'a jamais récupéré cette affaire. Et ça n'a jamais créé plus d'emplois. En 35 heures, on a gagné un mi-temps par maison, à l'époque où j'avais déjà, à cet endroit-là, 5 ETP pour gérer une maison d'enfants, avec des collègues qui faisaient la nuit, qui allaient se coucher en même temps que les enfants, ou un peu après, qui se relevaient en cas de besoin. Des jurisprudences sur la question de la totalité de la présence des collègues, etc. Enfin bon... Une fois de plus, je crois que... alors après, ça renvoie à chaque association, chaque employeur, qu'éventuellement, avec les délégués syndicaux et représentants syndicaux, de signer des accords particuliers pour déroger à un moment donné à ce que prévoit le Code du travail. Bon, mais on voit bien que là, on est vraiment dans des choses qui sont à côté de la question du besoin de l'enfant. Un enfant, il est là 24 heures sur 24, on a besoin de s'occuper de lui. Alors sans parler, moi à l'époque, quand j'étais éduc, je commençais mon week-end... quelque part le vendredi, je le terminais le lundi matin avec 10 enfants. Je ne dis pas que ça c'était mieux, mais en tout cas, aujourd'hui, je ne pense pas qu'en faisant travailler des éducateurs de 8h à 14h, ensuite une autre équipe de 14h à 22h, et puis les surveillants de nuit le soir,
qu'on soit vraiment dans le pari, effectivement, de la continuité de service et de ce qui va bien pour les enfants qu'on accueille dans ces établissements. Donc je crois qu'il y a effectivement un certain nombre de choses à revoir globalement sur cette question-là. Après, la question de la formation, elle est effectivement importante. On a besoin de former à la fois les maîtresses de maison, à la fois les surveillants de nuit, faire en sorte qu'effectivement on soit un minimum 2, c'est ce qu'on demandait dans la question des taux et normes d'encadrement, et ça fait 8 ETP en tout, mais par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer là sur la réglementation, mais il faut aussi que ça colle et que ça cadre aux besoins des enfants. Et 8 ETP pour 10 enfants, c'est jamais que 2 professionnels en permanence auprès des enfants, c'est-à-dire de 7h jusqu'à 22h. Et 2, c'est juste bien, hein. Donc il n'y a rien de trop dans cette affaire-là, quand on a des enfants qui sont là en permanence, parce que déscolarisés, en tout temps ou qu'à moitié. À moitié on partage avec l'ITEP, à moitié on partage effectivement avec la MEX, etc. Il faut que le personnel soit présent. Donc il y a vraiment besoin de réfléchir à cette question-là. Et le décret prévoyait des taux aussi de majoration en fonction des publics accueillis, combien de jeunes en situation de double vulnérabilité, est-ce qu'on fait de l'urgence, est-ce qu'on n'en fait pas en termes d'accueil. Ça aussi, ça dérègle aussi le système. Les enfants qui sont là ont besoin d'être protégés, tous, autant qu'ils sont, donc il faut vraiment qu'on soit attentif aujourd'hui à ne pas faire que de l'accueil en urgence, parce que ça dérègle l'ensemble des groupes de vie. Merci. Il y avait peut-être le sujet du coût moyen. Oui. Oui, alors, je vous laisse y répondre. Et puis, en effet, après, on a encore 3 interventions d'autres. Donc sur la graduation, effectivement, il y a aujourd'hui une proposition, une offre qui peut être graduée. Elle existe. Alors, elle existe de manière diversifiée selon les départements. Effectivement, le placement à domicile, c'est une innovation d'une quarantaine d'années maintenant, mais qui a montré qu'en fait, il y avait une nécessité de trouver un intermédiaire entre le placement séparation et l'AMO ou l'intervention en milieu ouvert qui peut-être sur certaines situations ne paraît pas suffisante. Et puis c'est aussi le produit de notre propre droit en France, hein, puisque les enfants peuvent être confiés, mais les parents peuvent garder aussi l'autorité parentale, bien sûr, hein, et donc là s'ouvre un espace intermédiaire entre protection de l'enfant et aussi respect des droits parentaux et aussi accompagnement à la parentalité. Alors ça permet aussi de traiter un certain nombre de situations qui sont dans cette zone intermédiaire où les parents ne sont pas maltraitants, mais ont des difficultés dans l'exercice de leur parentalité et qu'il faut guider, cadrer, surveiller aussi, hein, d'une certaine manière, de telle façon qu'on puisse arriver à accompagner un groupe familial qui rencontre des difficultés. Ce qu'on dit assez régulièrement, c'est que en fait, il y a quand même une difficulté dans la prévention. Hein, donc on peut avoir des situations qui nous sont présentées qui sont déjà en zone rouge, hein, si j'ose dire, et qui sont quand même déjà très en difficulté. Donc avec parfois des orientations en AMO renforcé ou en placement à domicile qui se font un peu par défaut de trouver des places en hébergement. Et donc comme ça, il y a une espèce d'effet retard, hein, et on propose des solutions qui ne sont pas complètement adaptées. Alors je pense qu'effectivement, c'est très important d'avoir une offre diversifiée sur un département et de pouvoir donc aller de l'AMO jusqu'au placement avec hébergement. D'avoir aussi la possibilité de pouvoir aussi moduler, hein. Il y a parfois de l'hébergement avec séparation qui s'impose, et puis 6 mois après, il peut y avoir des améliorations qui permettraient, hein, qu'on puisse éventuellement permettre à l'enfant d'aller un peu plus souvent chez lui, hein, de manière séquentielle. Et donc là, il nous faut aussi un cadre qui nous permet, un cadre financier aussi, qui nous permet de faire ça, hein, c'est-à-dire de moduler en fonction des besoins de la famille et de l'enfant. Donc ça se fait,
mais on rencontre là aussi des difficultés dues aux moyens et au fait que la prévention quand même en protection de l'enfance est un peu un échec finalement, hein, et on voit qu'il y a eu là ces dernières années une recrudescence des déplacements, notamment en établissement. Pour répondre peut-être à la question du prix de journée en établissement, on est sur un prix moyen de prix de journée MEX de 180 à 210 euros jour. Après, en fonction de comment justement on peut aussi apporter des réponses plus spécifiques, par exemple sur la question en plein temps de Covid, en lien avec le département, j'ai pu monter à partir du dispositif une réponse d'accueil en urgence, hein, puisque le Covid était présent. C'est pas pour autant que l'urgence de l'accueil des enfants allait s'arrêter. Ce service aujourd'hui a été pérennisé depuis. Et d'ailleurs, ce qui était assez bien à l'époque, c'était, comment on appelait ça, les accords Macron, là, qui facilitaient la réduction du temps administratif. Là, parce qu'on s'aperçoit que finalement, en 4 semaines, on a pu créer une structure où il nous faut aujourd'hui 2 ans pour faire en sorte d'y arriver. Donc il y avait peut-être quand même, le Covid est passé, on aurait peut-être pu garder la simplification administrative, parce que pour le coup, là, elle était présente. Voilà. Mais donc, à ces endroits-là, il est évident que sur la question de l'urgence, il faudrait que la question de l'urgence en protection de l'enfance doit pouvoir faire partie vraiment d'une analyse et d'un travail spécifique. C'est-à-dire que la question, en principe, ce sont les départements qui organisent eux-mêmes dans leurs établissements, avec les collègues effectivement du GEPSO, cette question d'accueil en urgence, les MEX étant éventuellement dans le principe qui était, au moins si on avait à cette époque-là, de recevoir les enfants après observation et sortant effectivement de la question des foyers de l'enfance qui assuraient l'urgence. Ça fait très longtemps que c'est plus tout à fait comme ça que ça fonctionne. Peu importe. En tout cas, à ces endroits-là, il y a besoin effectivement de taux d'encadrement encore un peu plus importants que les 8 que j'évoquais tout à l'heure. Et il nous faut à peu près 3 personnels éducatifs en soirée pour une dizaine d'enfants maximum. 8, c'est encore mieux, accueillis au même endroit, et avec 2 surveillants de nuit plutôt qu'un seul, bien entendu. Et ça pose aussi une question. C'est plutôt 2 surveillants de nuit, même si on a 10 enfants en présence, hein, parce qu'on a garçon, fille, il y a une mixité. Et puis pendant qu'un surveillant de nuit est en train de s'occuper d'un jeune qui ne va pas forcément très bien, eh ben, il faut qu'il y en ait un autre qui permette d'assurer la sécurité de ceux qui souhaitent continuer à dormir le plus paisiblement possible. Voilà. Donc effectivement, tout ça a un coût, mais bon, globalement, un budget d'établissement, c'est 75 à 80% groupe 2, masse salariale, 25 à 30% le groupe 1, donc c'est tout ce qui nous permet de fonctionner sur l'éducatif, etc., et le groupe 3, les charges. Voilà la répartition aujourd'hui nationale de ce que représente. Donc quand on veut faire des économies, le premier groupe qu'il faut faire baisser, c'est celui du groupe 2. Et c'est celui-là qu'on baisse, parce qu'on va pas on va pas compter les pots de yaourt et les petites cuillères, parce que ça économise pas grand-chose. Donc en fait, à un moment donné, quelque chose qui ne doit pas coûter cher, c'est quelque chose où il n'y a pas énormément de professionnels à l'intérieur. Merci beaucoup. Madame Rouleau, je vous passe la parole pour 3 minutes maximum, s'il vous plaît. Oui, merci. Excusez-moi d'être arrivée avec quelques minutes de retard. J'étais en commission ailleurs, donc voilà, je n'ai pas encore le don d'ubiquité. J'ai plein de questions à vous poser. Vous avez répondu à la première et à celle de mon collègue sur le coût de fonctionnement. J'ai 2 petites questions précises à la suite de ce que vous avez dit, et puis une troisième plus importante. Les 2 petites questions précises. Vous avez dit tout à l'heure, madame, qu'il y avait un cadre d'astreinte la nuit. Donc, je voudrais que vous me précisiez qui est ce cadre d'astreinte, comment peut-il être rejoint, est-ce qu'il est à proximité, est-ce que c'est un médecin, est-ce que c'est un psychologue, qui est-il, et surtout, est-ce qu'il peut rapidement être en place dans la MEX. Ensuite, donc ça c'était la question précise. Une autre question précise. Tout à l'heure,
Monsieur, vous avez dit quelque chose d'intéressant et que je partage complètement, c'est-à-dire qu'effectivement, les enfants sont là 24 heures sur 24. Et donc, j'ai l'impression que vous avez suggéré qu'on pourrait peut-être revoir le Code du travail sur justement la présence, le nombre d'heures. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous pensez que ce serait utile? Ça, il va falloir me le confirmer. Une réponse très précise, faut-il revoir le Code du travail? Troisième question, sur ce point, pour cette, juste pour ça, parce que si c'est efficace pour les enfants, il faut se poser la question. Voilà, il n'y a pas de tabou qui doivent être... il n'y a pas de tabou dans la question. Troisième question. J'avais vu une émission, alors c'est qu'une émission, effectivement, une émission c'est toujours à charge et ça donne surtout une vision qui est grossie, qui n'est peut-être pas la vision réelle. Toujours est-il que j'avais vu une émission qui m'avait marquée sur des viols ou des agressions sexuelles qui s'étaient parfois passées dans des mecs ou ailleurs, d'ailleurs dans des établissements qui accueillaient des enfants. Est-ce que l'un de vous a eu des exemples concrets? Peut-il nous en parler sans nommer évidemment les personnes? Et deuxièmement, est-ce que si ça se passe ou si un enfant se plaint d'une agression sexuelle, quelle est la procédure qui est mise en place? Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et donc, je suis heureuse que vous ayez répondu à la question des moyens, parce que ça nous permettra, nous, députés, peut-être d'évaluer les sommes qu'il faudrait mettre sur le tapis. Parce qu'hélas, dans cette émission, moi, j'avais entendu que quelquefois, le président du conseil départemental ne réagissait pas. Est-ce vrai ou pas? Je n'en sais rien, je ne vais pas le savoir. Mais c'est surtout qu'elle ne réagissait pas parce qu'on ne savait pas où mettre les enfants. Donc, quelquefois, dans ces émissions, on a dit qu'on mettait la poussière sous le tapis parce qu'on ne savait pas que faire des enfants. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir une idée du coup, parce que si ça passe par la construction de d'autres mecs, oui, il faut le faire. Et puis, j'ai bien aimé, monsieur, votre intervention, je terminerai sur ça, sur le fait que vous ayez dit, on n'a pas de politique nationale. Et effectivement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait que la protection de l'enfant soit une priorité nationale? Et je pense effectivement que quand on a un cap, on arrive à trouver les solutions et les moyens. Je vous remercie. Donc je commence sur la question des cadres d'astreinte. Les cadres d'astreinte, ce sont les chefs de service. Parfois, il y a des structures qui ont des astreintes de premier niveau, de deuxième niveau. En tout cas, chez nous, c'est les chefs de service qui sont d'astreinte et éventuellement qui vont m'alerter, moi, en tant que directrice, sur un deuxième niveau s'il y a quelque chose de particulièrement grave. Des profils? Des chefs de service? Chef de service. Café Ruisse, éventuellement éducateur puis chef de service ou chef de service, voilà. Et effectivement, dans le cadre des recrutements des chefs de service, on est attentif à la question de la proximité de l'établissement. S'il y a nécessité de pouvoir intervenir, c'est entre 30 et 45 minutes maximum d'intervention. Voilà. Alors, faut-il revoir le Code du travail? La réponse est oui. Sur la question, non pas de savoir s'il faut faire 35 ou 39 heures, mais comment on les fait. Et ça, enfin, je veux dire, cette question de 35 heures, elle a été un problème dans l'ensemble des PACOMEX, à l'hôpital par exemple, où il y a des services qui travaillaient 12 heures, etc. Mon épouse qu'infirmière travaillait 12 heures, etc. Bon, bref. Et puis tout d'un coup, on peut faire plus que 10, ou si on fait 12, alors on peut faire 12, mais avec encore tout un tas d'articulations derrière, des repos. Bon, alors très bien, mais il y a à mon sens peut-être pas grand-chose à modifier, mais au moins à adapter, ou à simplifier un petit peu la vie. 24 divisé par 2, 12, ça fait pas 10, parce que sinon, il manque à chaque fois 4 heures pour couvrir, pour couvrir une journée entière. Donc, et puis il y a des temps de doublure. Les équipes, elles partent pas, elles se croisent, elles communiquent. Les surveillants de nuit sont au moins pour ce qui nous concerne, une demi-heure voire une heure en lien avec les éducateurs de journée. Il y a des préparations de temps de coucher. En tout cas pour ce qui me concerne, les surveillants de nuit sont intégrés pleinement dans la question des personnels éducatifs, avec les mêmes formations que les éducateurs, et y compris d'ailleurs les fonctions support, secrétaires, comptables, etc. C'est important que l'ensemble des fonctions support soient associées à un projet d'établissement et de structure.
pour qu'ils comprennent, parce qu'ils croisent les enfants, une MEC c'est une communauté de vie, il y a effectivement tout le monde qui est là, qui est présent, et puis parfois des gamins qui sont pas scolarisés ou autres, mais vont passer un peu de temps avec la secrétaire ou avec la comptable, discuter un peu, enfin bon bref, c'est une vie effectivement d'établissement et d'institution qui nous paraît tout à fait normale dans ce contexte-là. Et vous pensez bien que l'accord Ségur nous a un petit peu crispés au moment de savoir jusqu'où effectivement dans les maisons d'enfants cela devait s'étendre. Bien. Donc oui, code du travail et maintenant c'est Noël. Sur la question des violences sexuelles, alors on a aujourd'hui depuis déjà quelques années un certain nombre de protocoles nationaux, d'ailleurs du reste, qui s'appliquent sur aujourd'hui tout ce qui relève des incidents et des signalements, qui sont gradués bien entendu en fonction de leur niveau d'importance et du niveau d'actes et de violence. Sur chaque département, on a ce qu'on appelle une CRIP, un signalement donc qui est formalisé, qui part de l'établissement vers effectivement la CRIP, qui se charge ensuite en fonction de l'évaluation du signalement de renvoyer vers le procureur, lequel procureur décidera d'instruire si effectivement les choses lui semblent devoir l'être. Et un certain nombre de procédures qui vont dans ce sens-là, de la question à la fois de la bientraitance, à la fois de la bientraitance en direction des enfants, de la bientraitance en direction des professionnels, etc. Et ça est rangé un petit peu en catégories pour savoir qui ça concerne. Est-ce que c'est les enfants qui ont été effectivement victimes de violences? Est-ce que c'est les professionnels qui peuvent être aussi agressés à un moment donné par des ados, etc., ou les plus jeunes, et parce que effectivement ça fait partie de l'aventure aussi. Donc tout ça est aujourd'hui codifié et aujourd'hui présent dans chacune des maisons d'enfants de France et de Navarre, avec ce souci, bien entendu, de la question, on parlait tout à l'heure des violences sexuelles. Elles sont importantes, bien entendu, à prendre en compte. Elles peuvent se présenter. Et quand elles se présentent, elles ont à être traitées à la hauteur de ce que ça mérite, de ce que ça nécessite. Et on a besoin, là aussi, sur cette formation-là et sur cette question-là globale de la sexualité des enfants, de faire un vrai travail, à la fois de formation des professionnels sur cette question. Et on voyait d'ailleurs les derniers commentaires concernant le programme éducation nationale qui devrait sortir là aussi sur cette question-là d'information à la vie sexuelle. On a vraiment du retard sur ces questions-là. Moi, je suis assez attentif à la question plus largement, notamment de la prostitution des mineurs et de l'exploitation sexuelle des mineurs, plus justement, comme je souhaite plus en parler. Via l'Anmex, on fait partie aussi depuis février 2024 de la Civis depuis février dernier, et dans des vraies préoccupations autour de ces sujets-là et de l'alimentation de ces sujets, et y compris à partir du reste, bien entendu, des établissements médico-sociaux, et d'être hyper vigilant sur ces questions-là. Et là, ça renvoie aussi à la question de l'évaluation. Il est aussi important qu'on puisse se dire qu'on ne sait jamais trop qui on accueille dans nos maisons. On va fâcher personne. Les PPE soit n'existent pas, soit au mieux sont à hauteur de 7 à 10%, donc PPE, projet pour l'enfant, réalisé par les départements. Alors vous citiez tout à l'heure la loi 2002 sur la question effectivement du projet personnalisé. Alors aujourd'hui ils sont effectivement présents au niveau de chacune des structures d'accueil des enfants. Ça fait partie d'une obligation de la loi, et au-delà de ça, effectivement, de savoir un petit peu comment on accompagne et l'enfant et sa famille. Alors soit le PPE c'est vraiment une trop grosse machine et puis personne ne va y arriver, et auquel cas il faut qu'on se le dise et puis qu'on remplace ça par autre chose, mais en tout cas on a un vrai problème d'évaluation en France, et ça c'est peut-être aussi les problématiques de services de PMI, etc., et de tout ce qui est censé en prévention faire un certain nombre d'évaluations en population générale. On accueille des enfants dont on ne sait pas complètement non plus où se situent les traumas, de quelle origine ils sont. Est-ce qu'ils sont d'ordre psychologique, physique? Physique, on arrive à le savoir encore assez facilement, parce que ça laisse hélas parfois un peu de traces. Sexuel et autres, déjà un petit peu moins.
Et donc, il y a vraiment besoin de se reposer la question lorsqu'on accueille un enfant en maison d'enfant, de la question de sa trajectoire, de son expérience de vie, et de tout ça. Et des fois, on a besoin effectivement d'un certain temps de confiance pour retrouver historiquement un petit peu la question de son parcours et de ce qu'il va bien pouvoir effectivement nous raconter de toutes ces questions-là. Donc, on a là effectivement, et on est là face à effectivement des vraies questions. Et quand on voit parfois dans certains rapports qui nous arrivent de demandes par exemple d'orientation de jeunes filles ou de jeunes garçons, bon ça arrive un peu moins, mais pour autant plus majoritairement les filles, quand on lit sur un rapport qu'une adolescente de 13 ans ou de 12 ans s'expose et prend des risques à tel point de fréquenter des hommes majeurs, etc., qui ont 22, 25 ans, non, c'est pas une adolescente qui est en train de prendre des risques. Et là, on voit bien que, je jette la pierre à personne, c'est comment à un moment donné on arrive à discerner ce qui est observable de ces questions-là. À partir du moment où vous avez un écart de plus de 2 ans dans ce qui devrait être une relation amoureuse entre deux garçons, un garçon, une fille, etc., il y a vraiment à se poser la question, à se dire, là il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on voit bien comment autour de ces sujets-là, on a encore des vraies questions et donc du coup oui, des enfants qui peuvent entre eux, et la question de l'approche de la sexualité est importante. Il ne faudrait pas non plus que tous les enfants qui découvrent leur corps, le corps de leurs copains, copines, etc., qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est-à-dire on n'a pas affaire non plus toujours à des futurs prédateurs sexuels ou des prédateurs sexuels de 6 ou de 7 ans. Donc il faut se détendre sur cette question-là tout en la prenant très au sérieux. Ma question, c'était surtout quand il y a un viol avéré, voilà, surtout ça. Est-ce que ça vous est arrivé ou est-ce que vous avez connaissance de cas où on n'a rien fait? Et quand on fait, qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans la question de viol avéré, non, on n'a jamais rien fait, en tout cas. Il y a effectivement des choses qui se mettent en place très rapidement. Et d'où d'ailleurs la nécessité, quand on est en fonctionnement de dispositif avec des maisons d'enfants, ça permet aussi, et ça donne aussi des moyens de séparer la victime et la personne qui... parce que là, il y a des grandes... Je disais tout à l'heure, il y a des grandes règles. Les grandes règles sur la question, effectivement, de la violence, et de la violence ordinaire, parce que des fois, quand on la laisse passer celle-ci, ensuite, on en a d'autres qui apparaissent. Il y a vraiment besoin de travailler des lieux, des sites différents, et les enfants et les jeunes ont besoin de savoir si à un moment donné leur parasitage va effectivement contaminer l'ensemble d'un groupe. Et qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? D'où la question de la réflexion, alors je ne sais pas si on y arrivera tout à l'heure ou dans les questions que vous aviez, mais pour nous, de militer à la fois sur la question du financement de la protection de l'enfance, de sortir de ce sacro-saint prix de journée, alors qui convient peut-être pour les EHPAD, qui convient peut-être pour l'hôpital, mais qui convient pas du tout pour les maisons d'enfants, parce qu'on est toujours effectivement raccroché à des questions, et trop majoritairement encore, à des questions de prix de journée, c'est-à-dire à la présence de l'enfant jour après jour à l'endroit où il est confié dans l'hébergement. Cette notion de prix de journée interdit, au travers du Code de l'action sociale et des familles, d'avoir 2 prix de journée pour le même enfant. Donc ça contredit éventuellement la notion de prolongation du parcours, éviter les ruptures, etc. Dans l'accompagnement d'un enfant. Si vous avez par exemple, moi dans mon dispositif au départ, un enfant qui est en hébergement, je ne pouvais pas mettre à côté un prix de journée s'il avait besoin de services d'activité de jour, s'il avait besoin éventuellement d'un autre type de prise en charge. Donc on plaide aussi à un moment donné pour la question de la mesure unique, qui fait qu'à un moment donné, on est sur un budget global et non plus sur un budget de prix de journée, qui fait que le prix de journée s'éteint au-delà de l'absence de 48 heures d'un enfant. Ça veut dire que si on travaille avec un tant soit peu un retour de l'enfant dans sa famille, soit vous restez comptable, un directeur qui va compter ses prix de journée, il sait très bien qu'il le fasse, mais du coup ça veut dire que l'enfant il sort quand? Que 48 heures, donc soit il sort le vendredi soir et puis il rentre le dimanche, soit il part le samedi et rentre le lundi. Non, on peut pas aujourd'hui être, entre guillemets, sanctionné pour du bon travail fait dans l'intérêt effectivement de l'enfant, des familles. Il faut absolument sortir de ces contingences-là qui bloquent et qui parasitent le travail à développer auprès de l'enfant. Merci. Oui, si je peux me permettre, la boussole, c'est la protection de l'enfant.
Donc ça veut dire que dès lors qu'il se passe ce type de choses dans l'établissement, il y a une recherche immédiate de solutions, de mise à l'abri. Alors ça peut se faire à l'intérieur d'une même association s'il y a effectivement des places libres, etc. Donc il peut y avoir effectivement le fait qu'on puisse faire en sorte que l'enfant qui est victime puisse être mis à l'abri, ou bien on peut aussi éventuellement trouver une solution au moins momentanée pour l'enfant qui est passé à l'acte. Hein. Mais en tout cas, il est évident pour nous qu'il y a une réponse à apporter immédiatement à ce type de violence. En sachant qu'effectivement, la difficulté, c'est de mettre dans un vécu collectif et partager des enfants qui portent chacun d'importantes difficultés. Et donc, c'est à prendre en compte la souffrance de tous les enfants, y compris ceux qui sont dans des passages à l'acte, et en même temps d'avoir des stratégies de protection. Et on est très sensible à ces questions-là, même si ça pose des tas de problèmes sur le plan du quotidien. Il arrive des choses comme ça assez régulièrement, quand même, il faut le dire. Et donc, il faut absolument travailler sur la formation des professionnels, travailler aussi sur la sensibilisation des enfants aussi. Il y a une éducation qu'il faut pouvoir mettre en place à ce niveau-là. Il faut pouvoir parler de ces questions-là, et il faut faire en sorte aussi que les conditions de témoignage des enfants puissent être possibles dans les institutions. Il faut que les enfants puissent parler. Merci beaucoup. Merci. Ce que je vous propose, c'est de prendre, il y reste 2 prises de parole et une question de Madame la rapporteure, de regrouper et que vous puissiez, peut-être en prenant des notes sur les questions, pouvoir ensuite faire une réponse globale. Madame Ozen et puis Monsieur Bonnet juste après. Merci beaucoup. Pardon. C'est le jeu du micro. Bonjour, oui, donc je vais faire vite et court. Donc ce serait sur les contrôles et l'harmonisation en fait des pratiques dans les MEX. Donc pensez-vous qu'un contrôle indépendant des MEX devrait être systématisé pour garantir une qualité homogène sur tout le territoire, mais surtout au regard de l'application de la loi? Et quelles solutions proposez-vous pour réduire les disparités territoriales dans le fonctionnement des MEX, autant auprès des départements que de l'État? Et j'ai une dernière question, c'est vis-à-vis du bâti, donc, que la rapporteure a soulevé sur donc, le parc immobilier, sa rénovation. Donc je comprends qu'en fait, il n'y a pas d'inventaire, ou enfin on ne sait pas où en est le parc immobilier dans sa rénovation, dans sa construction. Est-ce que vous avez des points bloquants pour obtenir le prêt phare et son complément éco-rénovation à taux zéro, qui prévoit à peu près 33 000 € par chambre de rénovation? Voilà. Merci. Bonjour. Une de mes 2 questions était répondue. C'était quant à la prostitution des mineurs. On a quand même 30% des mineurs prostitués qui sont issus de la protection de l'enfance. Je pense que ça pourrait être un sujet à creuser davantage. Parfait. Et la deuxième question, c'était sur l'éventuelle surmédicalisation des enfants placés, même si vous avez en partie répondu avec l'humanisation des contacts, en fait, hein, tout simplement avec les enfants. Je crois que c'est un fait essentiel. Malgré tout, comment pourrait-on réussir à réduire encore davantage, éventuellement, les traitements médicamenteux des enfants qui sont dans vos maisons? Et j'ajoute, donc moi c'est 2 questions très rapides pour finir. Je voulais vous demander, sur les habilitations, vos structures sont normalement habilitées sur des renouvellements et des bails de 15 ans. Autorisations qui sont signées par le préfet et par le président de la collectivité. C'est le seul moment où l'État me semble intervenir en signature, sauf erreur de ma part. Par expérience, je ne trouve pas que ces renouvellements de 15 ans et qui font les 70 ans et qui font même les 100 ans sont la bonne mesure. Est-ce que vous avez signé des CEPOM ou des choses qui seraient des contrats beaucoup plus courts, non pas dans la perspective des problématiques posées, mais des CEPOM qui ne seraient pas plus que triennaux, en fait, j'aimerais avoir votre avis, parce que c'est des sujets sur lesquels je vais bouger un peu. Et puis, dans la réflexion sur le rapport. Et dernière chose, est-ce que vous avez
on a découvert que, ça je ne connaissais pas avant, qu'il y avait des déplacements qui se faisaient d'enfants dans des taxis, et des enfants petits, d'âge inférieur à 4 ans, ou en tout cas globalement des 0-5 ans, y compris des bébés, qui pouvaient se déplacer pour les visites en taxi tout seuls. Donc je voulais savoir si ça existe à votre connaissance au sein de vos structures. Je sais que ce n'est pas un organisme global, mais est-ce que c'est des remontées que vous avez pu avoir ? Donc, sur la question des contrôles, il commence à y avoir du contrôle. Donc, je pense que les départements aujourd'hui se dotent de dispositifs de services dédiés au contrôle et à la qualité. Que donc dans certains établissements, il peut y avoir des contrôles inopinés. Donc il peut y avoir là une intervention qui est vraiment à visée de contrôle. Il y a aussi tout le dispositif lié à l'évaluation qui est aussi à dimension d'analyse, d'évaluation, de regard sur le fonctionnement et qui porte aussi ses fruits. Ça reboucle aussi sur la loi 2002. Je pense que les maisons d'enfants se sont inscrites bien évidemment dans les exigences de la loi 2002 avec tous les éléments qui composent cette loi et que je pense que ça a fait du bien aux institutions qui ont pu trouver aussi du cadre à travers cette loi. Donc il faut du contrôle, peut-être faut-il savoir qui contrôle. Est-ce qu'il est pertinent que ce soit les services du département qui fassent le contrôle ? Est-ce que le contrôle devait être systématiquement organisé avec des agents de l'État et du département ou de la protection judiciaire de la jeunesse ? Ça, je pense que c'est peut-être aussi des questions à se poser pour qu'il y ait peut-être aussi des regards croisés. Donc là, il me semble qu'on est un peu au début de la mise en place de ces contrôles. Donc il faudra peut-être en faire aussi l'évaluation. Mais en tout cas, je peux témoigner qu'ils existent. Voilà, sur la question du bâti, je pense que les maisons d'enfants et les associations ont besoin d'être conseillés dans l'ingénierie financière. Je suis moi concerné particulièrement par cette question où il s'agit d'un projet de rénovation architecturale et d'humanisation des locaux qu'on voudrait mener. Et donc on est là dans une recherche de conseils et d'accompagnement pour qu'on puisse mener à bien ces projets. Sinon, effectivement, les associations sont un peu seules et les départements sont aussi là actuellement en difficulté pour répondre positivement à des investissements qui sont, il faut le dire, lourds. Voilà, pour moi. Pour répondre à votre question sur le CEPOM, le CEPOM, pour moi, il fait partie de cet ensemble de changement de dimension de la protection de l'enfance. Et parler effectivement de financement, on s'entend mieux quand à un moment donné, on a une vision claire, nette et précise de ce que doit être cette politique publique et du financement qui va avec. On a besoin effectivement, si on part sur un financement, et ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, et en lien avec le département, et j'ai la chance, quand je me compare avec d'autres collègues, d'être dans un département qui est assez à l'écoute de toutes ces questions-là. Par exemple, on ne s'est jamais posé la question de la prolongation de l'accompagnement jeune majeur. Et jusque parfois, en fonction des situations, au-delà de 21 ans. Donc, j'ai effectivement cette chance-là parce que on est dans un département, il n'est pas énorme, mais en tout cas avec
cet intérêt de se causer assez rapidement et puis d'essayer de faire un peu avancer les affaires. Donc, et dans un respect mutuel, puisque tout le monde voilà, garde son autonomie et sa façon de faire, et les contrôles, bien entendu, existent aussi. Je racontais ça sur effectivement la question du CEPOM. Alors, je peux entendre qu'à un moment donné, un département, en fonction de comment il évolue dans son propre financement, peut être à un moment donné réticent à s'engager sur 3 ans, voire sur 5 ans avec un CEPOM. Bon. Si jamais ça devait être le cas, la question des CEPOM est à réfléchir non pas à l'aune des budgets prévisionnels, c'est-à-dire ceux qu'on dépose pour essayer d'avoir l'ensemble des moyens qu'on pense devoir développer dans le cadre de projets d'établissement, mais plus sur le compte administratif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a dépensé pendant un an, jusqu'où effectivement on a respecté ou dépassé le budget prévisionnel, parce que les comptes administratifs au niveau des établissements sont une meilleure marque de ce que ça coûte que le budget prévisionnel qu'on dépose tous les ans au 31 octobre auprès des départements. Bon, ça c'est juste la petite histoire. Mais bien entendu que s'il faut financer, la question du financement, elle s'entend mieux sur savoir, pour n'importe qui, hein, vous avez un budget, vous avez une volonté de faire un schéma départemental à 5 ans. Nos établissements ont des schémas d'établissement, enfin des projets d'établissement à 5 ans. On avait avant le contrôle, enfin l'évaluation HAS, un contrôle interne tous les 5 ans, au bout de 5 ans une évaluation externe, etc. Aujourd'hui ça s'est terminé et on parle plus d'évaluation interne, mais uniquement d'évaluation externe par la HAS. Un certain nombre de nos collègues, et moi y compris, sommes passés à cette évaluation-là et elles sont en cours aujourd'hui. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est... oui. Juste pour bien comprendre. En fait, quand je vous parlais des CEPOM, je voulais avoir votre avis, mais aussi la question des habilitations qui sont signées sur 15 ans et qui sont renouvelées. Alors, vous pouvez me répondre, c'est très bien et ça doit perdurer. C'est juste Voilà, j'aimerais juste avoir votre avis. Moi, par mon expérience, j'ai été 12 ans vice-présidente d'un département chargé de la protection de l'enfance. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est certainement à regarder. Mais voilà, donc en tout cas, je voudrais avoir votre avis, puisque vous êtes des professionnels et que vous représentez une grande organisation. Une réponse. Là, aujourd'hui, il me semble qu'on est plutôt sur une vision à 5 ans, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des évaluations qui se font tous les 5 ans, et qui fait que les autorisations, elles sont maintenant calées sur la temporalité des évaluations. Donc aujourd'hui, je pense que les départements souhaitent travailler sur des autorisations à 5 ans. Ouais. Sur la question des taxis, moi je n'ai absolument pas connaissance de ça et je trouve ça extrêmement choquant d'imaginer que des tout petits puissent... Oui, je me doute, mais en tout cas non. Enfin, je parle pour ma paroisse, mais je pense pas... Je regarde autour de moi, non. Pas une pratique qu'on connaisse ni qu'on pratique. Donc, comme on est en commission d'enquête et que c'est public, je voudrais juste rappeler donc au Puy-de-Dôme que c'est interdit, hein, sur le principe de mettre des enfants tout petits dans les taxis et que c'est pas fait ailleurs aussi. Voilà. Peut-être... Vous vouliez parler ? Non, je voulais juste rebondir, enfin si j'ai encore une minute. Oh, une minute. Une minute. Non, quand vous disiez, madame, que la protection de l'enfance doit être une priorité nationale, je vous rejoins parfaitement, mais je pense qu'il est nécessaire de l'intégrer dans une stratégie qui soit interministérielle, parce que voilà, quand on a des difficultés avec des adolescents qui vont présenter des manifestations psychiatriques, là, c'est pas la MEX qui va être... mais c'est plutôt la pédopsychiatrie. De la même manière, quand on a un enfant qui est en décrochage scolaire parce qu'on n'arrive pas à trouver de réaffectation dans une nouvelle école suite à un placement, c'est pas la MEX qui pose ce souci, c'est l'éducation nationale. Et ça, on peut le dérouler sur les services de la police, sur les services de la justice des mineurs. Et je pense véritablement que cette politique doit être analysée et travaillée d'un point de vue interministériel. Voilà, c'était juste ça que je voulais compléter. Et peut-être pour terminer, pour la question des médicaments.
il est évident que la question de nos structures aujourd'hui doivent être thérapeutiques, socio-thérapeutiques, en tout cas dans à la fois ce qu'on a discuté tout à l'heure dans leur architecture, la façon effectivement d'organiser les locaux, la formation bien entendu des professionnels est primordiale. La question aussi, il faudrait recroiser, et ça, il y a une complexité là-dessus pour les départements, de savoir combien on a de jeunes pris en charge à l'ASE et combien sont les mêmes pris en charge par les MDPH. Aujourd'hui, on a une impossibilité de décompte et de croiser ces publics. Bon, nous, on sait, quand on les a bien entendu dans les MEX, combien on en a. Pour autant, sur une statistique départementale, ça serait intéressant de pouvoir croiser ces deux données-là. Et bien entendu que la question des traitements de ces enfants-là, qui sont en DITEP et avec une reconnaissance MDPH, arrivant en MEX, bien entendu qu'il y a une prolongation, là aussi, de la question de l'effet du médicament. On ne peut pas être dans une interruption, effectivement, du circuit à la fois de ce médicament et du traitement pour les jeunes. Donc ça a aussi un impact qui vient augmenter le nombre d'enfants en MEX qui, effectivement, prend des traitements. Parce que c'est aussi une prolongation du traitement d'enfants qui, effectivement, par ailleurs, sont pris en charge en DITEP ou voire éventuellement en IME, puisque là aussi, il y a des organisations en termes de dispositifs ou à l'hôpital. Donc, voilà. Mais effectivement, il faut être vigilant sur voilà, la réponse éventuellement magique ou pratique de l'effet d'un certain nombre de médicaments qu'on viendrait distribuer aux enfants de la protection de l'enfance pour qu'ils soient un peu plus cool là où ils sont accueillis, quoi. Donc, voilà. Et là aussi, par manque de place dans les services de l'État. Donc, en tout cas, oui, bien sûr, je te laisse un petit rebond. Et après, je vous remercie d'avance. Est-ce que vous ressentez, vous, un besoin de davantage peut-être d'accompagnement par des services médicaux, par exemple, ou comme ça, ou davantage d'échanges? Oui. Oh oui. Oh oui. Mais il existe quand même de plus en plus de services mobiles qui viennent se déplacer dans les établissements. Et ça, je trouve que c'est une vraie avancée et une bonne pratique pour le coup. Écoutez, merci beaucoup. La présidente donc, est repartie. Il y avait un vote. Voilà. Donc, en tout cas, merci. C'était comme les commissions d'enquête, en effet, sont publiques. Ensuite, il y a les travaux qui sont écrits. On est pas mal suivi, en tout cas dans les réseaux. Et c'est important et c'était très enrichissant, tout ce qui a été évoqué. Donc, merci beaucoup pour nos travaux.